L'argent n'est plus calme. Et si tu détiens du métal, ce moment te concerne plus que tu ne le penses. Voilà le paradoxe que presque tout le monde rate. Officiellement, l'argent reste une monnaie ennuyeuse, un marché maîtrisé, contenu, presque prévisible. Mais en coulisses, son comportement raconte une toute autre histoire. Chaque fois que le prix est violemment repoussé vers le bas, quelque chose d'anormal se produit. La demande physique ne disparaît pas. Elle explose. Et ce détail change complètement la nature du risque pour toi. Parce que si ce que nous voyons en ce moment est bien le début d'un marché qui se détache des jeux papier, alors le danger n'est pas là où on te dit de regarder. Le danger, c'est d'être convaincu de vendre ou d'hésiter exactement au moment où le système commence à craquer. Ce genre de rupture ne se fait jamais en douceur. Elle est confuse, bruyante, émotionnelle, et elle pousse les gens ordinaires à faire la pire chose possible au pire moment. On te répète que tout est sous contrôle, que le prix peut être écrasé quand on veut, que rien n'a vraiment changé. Mais observe bien cette contradiction. Plus on tente de calmer le marché, plus la réalité physique résiste. Et quand le papier et le réel entrent en collision, quelqu'un finit toujours par payer, pendant que quelqu'un d'autre prend livraison. La vraie question n'est donc pas jusqu'où le prix peut monter. La vraie question, c'est qui est en train de perdre le contrôle pendant que tout le monde regarde ailleurs? Et surtout, est-ce que tu sauras reconnaître le signal avant qu'il soit trop tard? Parce que la suite de cette histoire ne demande pas ton avis. Elle avance. Et ce qui arrive ensuite, très peu de gens sont prêts à l'affronter. Ce qui se passe ici n'est pas un événement isolé. C'est ça que la majorité rate. On te montre un mouvement de prix, une hausse, une baisse, un graphique de plus. Mais si tu prends un pas de recul, le tableau est beaucoup plus large. L'événement central, ce n'est pas l'argent qui monte. C'est un marché qui commence à se comporter comme si le prix papier ne suffisait plus à contenir la réalité. Et ça, c'est rare. Les mêmes questions reviennent partout, formulées différemment. Est-ce que l'argent est enfin en train d'être libéré? Est-ce un vrai mouvement physique? Est-ce que les gros acteurs sont coincés? Pourquoi chaque baisse est-elle rachetée encore plus agressivement que la précédente? Ces questions ne surgissent pas dans un marché sain et détendu. Elles apparaissent quand quelque chose se dérègle sous la surface. Voici le point clé que peu de gens formulent clairement. Le système de prix actuel repose sur des promesses. Des promesses que le métal existe, qu'il est disponible, qu'il pourra être livré plus tard sans problème. Tant que personne ne teste ces promesses en masse, tout semble fonctionner. Mais le moment où trop d'acteurs préfèrent la possession réelle à la promesse papier, l'équilibre se tend. Et quand cet équilibre se tend, il ne casse jamais là où tout le monde regarde. Regarde la narration dominante. On te parle de volatilité, on te parle de spéculation, on te parle de rien de nouveau. Mais pose-toi cette question simple. Si rien n'avait changé, pourquoi faut-il autant d'efforts pour convaincre les gens de vendre? Pourquoi chaque repli s'accompagne-t-il d'un discours de plus en plus pressant pour sortir du marché? C'est là que l'histoire commence à se transformer. Ce n'est plus seulement une question de prix, mais de comportement. Qui agit avec urgence? Qui absorbe l'offre dès qu'elle apparaît? Qui parle et qui agit en silence? Parce que dans tous les marchés, ceux qui parlent le plus fort ne sont presque jamais ceux qui ont le plus besoin du métal. Et maintenant, observe ce détail précis, souvent ignoré. Quand un marché est réellement au sommet, la demande s'évapore dès que la peur apparaît. Ici, c'est l'inverse. La peur alimente la demande. Ce n'est pas une opinion, c'est un schéma. Et ce schéma nous amène directement à la première preuve concrète que quelque chose d'anormal est en train de se produire. Parce que si tu veux savoir si ce mouvement est réel ou artificiel, il suffit de regarder ce que le marché récompense vraiment. Et ce que tu vas voir dans la suite n'est pas confortable pour ceux qui croient que tout peut être contrôlé indéfiniment. Voici l'affirmation centrale et elle est lourde de conséquences. Ce marché ne récompense plus la spéculation, il récompense la possession. Et la preuve ne se trouve pas dans un graphique, mais dans un détail très concret que presque personne ne regarde attentivement. Premier indicateur, le coût pour emprunter du métal réel. Quand tout va bien,
ces taux restent calmes. Ils signalent que le métal est disponible, que le système respire. Mais quand ces coûts commencent à grimper, le message est clair. Quelqu'un est prêt à payer plus cher, non pas pour parier sur le prix, mais juste pour avoir le métal maintenant. Pas le mois prochain, pas plus tard, maintenant. Et ça, ce n'est pas un comportement spéculatif, c'est un comportement de tension. Deuxième détail, encore plus révélateur, le comportement des livraisons, pas les gros titres, pas les annonces vagues, les schémas réels. Quand des contrats sont régulièrement honorés par des mouvements physiques, même dans des périodes de forte volatilité, ça signifie une chose très précise. La demande ne cherche pas une sortie rapide, elle cherche la propriété et ça change totalement l'équation. Maintenant, remarque ce qui manque dans la plupart des analyses grand public. On te parle très peu de la direction des stocks, pas besoin d'un chiffre parfait. La direction suffit. Est-ce que le métal disponible se reconstitue facilement après une baisse? Ou est-ce qu'il disparaît plus vite avec des délais, des primes plus élevées, des signes de rationnement qui apparaissent avant même que le prix ne réagisse? Ce genre de détail ne fait jamais la une. Pourtant, c'est là que la vérité s'installe en premier. Et voici la bascule mentale que beaucoup refusent de faire. Si ces trois signaux pointent tous dans la même direction pendant que l'espace médiatique pousse des récits de «vendez maintenant», alors il faut se poser une question dérangeante. Qui essaie d'acheter ce que l'on est en train de vous faire peur de lâcher? Parce que quand un marché entre dans cette phase, le prochain mouvement ne prévient pas. Il ne demande pas l'autorisation. Il arrive. Et ceux qui comprennent trop tard passent du statut d'observateur à celui de spectateur choqué. Mais pour comprendre pourquoi cela devient dangereux pour certains acteurs puissants, il faut regarder ce qui se passe quand le contrôle supposé commence à glisser. Voici où l'escalade devient visible. Pendant des années, l'idée dominante était simple. Les grandes institutions contrôlent tout. Elles peuvent frapper le prix quand elles veulent. Elles ont des poches infinies. Et pendant longtemps, ce récit semblait fonctionner jusqu'au moment précis où un acteur prend une position risquée dans un marché qui n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. C'est là que la dynamique se retourne, parce que le contrôle fonctionne tant que personne ne force le système à livrer dans un environnement tendu. Mais quand le marché est déjà serré et que quelqu'un appuie trop fort, ceux qui dictaient le rythme se retrouvent à réagir. Et dans les marchés, la différence entre contrôler et réagir, c'est la différence entre maîtrise et accident. Observe ce précédent classique. À chaque cycle passé, les sommets de l'argent étaient alimentés par le levier. Des spéculateurs surendettés, des marges relevées brutalement, puis un écrasement rapide quand la foule ne pouvait plus suivre. C'était propre, efficace, presque mécanique. Mais regarde ce qui change cette fois-ci. Quand la volatilité augmente, quand les règles se durcissent, les acheteurs clés ne disparaissent pas. Ils ne paniquent pas, parce qu'ils ne jouent pas avec du levier. Ils ne craignent pas un appel de marge. Ils veulent du métal pour livraison, pour sécuriser une chaîne d'approvisionnement, pour posséder, pas pour parier. Et c'est pour ça que les baisses ne provoquent plus de capitulation, mais des drains physiques. C'est une normalisation dangereuse, parce qu'un marché ne devrait pas fonctionner comme ça. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. Maintenant, voici le détail qui fait basculer l'analyse. Le marché entre en backwardation. Des acteurs sont prêts à payer plus cher pour du métal maintenant que pour une promesse plus tard. Réfléchis-y une seconde. C'est le marché qui dit « ne me promets pas, livre ». Ce n'est pas un signal graphique, c'est un signal de confiance, ou plutôt de manque de confiance. Et quand tu vois les coûts d'emprunt grimper, les écarts se resserrer et la demande immédiate s'intensifier en même temps, le message est brutalement clair. Le métal réel devient plus précieux que les créances papier. Ce genre de situation ne se stabilise pas par magie, elle force une résolution. La question n'est plus de savoir si la pression existe. La question est de savoir combien de temps le système peut absorber cette pression avant qu'un point de rupture apparaisse. Et c'est précisément à ce moment-là que le bruit autour du marché devient encore plus agressif. Et c'est là que beaucoup de gens se font piéger sans même s'en rendre compte. Parce qu'au moment où la pression augmente, une autre couche s'active en parallèle, la guerre de l'information. Pas une conspiration abstraite, un phénomène observable. Si tu passes un peu de temps en ligne, tu l'as forcément vu. Une avalanche d'histoires expliquant pourquoi il faudrait vendre l'argent maintenant. Et ce qui est frappant, ce n'est pas le contenu précis de ces récits, c'est leur conclusion,
toujours identique. Une semaine, on te parle d'un effondrement imminent. La suivante, d'un seuil secret qui aurait été franchi, puis d'un acteur majeur qui déverse du métal, puis d'un risque de saisie, puis d'une rotation mystérieuse de l'argent intelligent. Les détails changent. Le message reste le même. Sors du marché. Pose-toi une question simple. Qui gagne si des particuliers paniquent et vendent du métal physique dans un marché déjà tendu? Ça ne signifie pas que chaque titre alarmiste est faux, mais ça signifie que la peur recyclée mérite d'être examinée avec beaucoup plus de méfiance, surtout quand elle vient de sources anonymes, de clips bâclés ou de voix artificielles qui imitent l'expertise sans jamais assumer de responsabilité. Et oui, c'est réel. Il existe aujourd'hui une prolifération de chaînes générées par IA qui utilisent de vrais termes, backwardation, livraison, taux de location, pour les enrober dans un récit conçu pour provoquer une réaction émotionnelle. Leur objectif n'est pas la clarté, c'est ton attention. Parfois, c'est aussi ton métal. Retiens cette règle simple. Si la source ne montre ni visage réel, ni historique clair, ni responsabilité identifiable, elle ne devrait jamais guider tes décisions financières. Mais le piège ne vient pas seulement de l'extérieur. Il existe aussi à l'intérieur même du monde des métaux précieux. Et c'est la partie que peu de gens osent dire à voix haute. Quand l'argent devient excitant, les prédateurs arrivent. Pas pour te protéger, pour extraire des marges tellement élevées que tu ne t'en rendras compte que bien plus tard. Ça commence presque toujours de la même façon. Une pièce spéciale, un poids étrange, un nom compliqué, une histoire unique, une édition limitée. Tout ce qui rend la comparaison impossible. Et dès que quelqu'un te dit que le bullion classique est trop basique ou pas adapté à ce moment, tu devrais déjà reculer. Parce que dès que le prix n'est plus transparent, le pouvoir change de camp. Voici un filtre simple. Plus un produit est standard, plus il est difficile de te piéger. Les pièces et lingots largement échangés, faciles à comparer avec des primes visibles. Pas besoin de discours pour les justifier. À l'inverse, si tu te sens pressé, culpabilisé ou bousculé pour acheter quelque chose que tu ne comprends pas parfaitement, ce n'est pas une opportunité, c'est un signal d'alarme. Et ce point devient encore plus critique dans un marché rapide, parce que l'argent le plus facile à gagner n'est pas fait en prédisant le prix. Il est fait en surfacturant des gens qui ont peur. La vraie question devient alors comment éviter d'être cette personne quand la pression monte. C'est ici que l'histoire cesse d'être abstraite et devient personnelle. Parce que tout ce que nous venons de décrire finit toujours par toucher des gens ordinaires, des gens comme toi. Pas des traders mythiques, pas des institutions invisibles, des personnes qui essaient simplement de protéger ce qu'elles ont construit. Imagine la situation concrète. Tu vois le marché devenir plus nerveux, les titres se multiplient, les discours se contredisent. Un jour, on te dit que tout va s'effondrer. Le lendemain, que c'est déjà trop tard. Et au milieu de ce bruit, tu dois prendre des décisions avec de vraies conséquences. Acheter, attendre, vendre, transférer, conserver. Ce n'est pas idéologique, c'est logistique, c'est émotionnel et surtout, c'est asymétrique. Une mauvaise décision peut coûter cher. Une bonne décision, elle, n'est souvent visible qu'après coup. Et voici le point que peu de médias expliquent clairement. Quand un marché est sous tension, ce ne sont pas les experts à l'écran qui subissent les frictions. Ce sont les particuliers. Ce sont eux qui découvrent des délais, des primes plus élevées, des ruptures de stock, des virements qui prennent plus de temps, des plateformes qui ajoutent des conditions. La pression ne se manifeste pas d'un coup. Elle s'infiltre par petites contraintes successives. C'est pour ça que beaucoup de gens ont ce sentiment diffus que quelque chose cloche, sans pouvoir le nommer précisément. Ce n'est pas la peur du prix, c'est la perte de fluidité. Le fait que des choses simples deviennent soudain compliquées. Et quand cette friction apparaît, elle ne touche pas tout le monde de la même manière. Ceux qui ont déjà réfléchi à leur stratégie la ressentent moins. Ceux qui improvisent la découvrent trop tard. Si cette sensation te semble familière, dis-le en commentaire. Pas pour prendre position, juste pour signaler que tu n'es pas le seul à la ressentir. Parce que ce genre de moment isole les gens alors qu'il suit presque toujours un schéma collectif. Et c'est là que l'on doit arrêter de parler de peur ou de courage et commencer à parler de système. Car ce qui se joue ici dépasse largement l'argent lui-même. Ce qui compte vraiment, c'est le mécanisme qui permet à ce genre de situation d'exister et de se répéter.
Le mécanisme est toujours le même, peu importe l'époque ou l'actif. Il repose sur un décalage entre ce qui est montré et ce qui est réellement incité. Officiellement, tout est une question de liquidité, d'efficacité, de fluidité des marchés. En réalité, le système récompense autre chose, la confiance passive, et pénalise la remise en question active. Un marché papier fonctionne tant que la majorité accepte des promesses plutôt que des résultats immédiats, tant que les acteurs jouent le jeu, roulent les positions, reportent les livraisons et traitent les contrats comme des abstractions. Mais dès que les incitations changent, dès que posséder maintenant devient plus important que promettre plus tard, la mécanique se grippe, pas brutalement, silencieusement. Ce qui rend cette phase dangereuse, c'est qu'elle ne ressemble pas à une crise classique. Il n'y a pas d'alerte officielle, pas de sirène, juste une accumulation de petits signaux que seuls ceux qui regardent le système et non le spectacle remarquent. Les coûts d'accès augmentent, les règles se complexifient, les intermédiaires deviennent nerveux. Et pendant ce temps, l'attention du public est détournée vers des récits émotionnels, des débats secondaires, des prédictions extrêmes. C'est là que le pouvoir réel apparaît. Pas dans la capacité à fixer un prix, mais dans la capacité à orienter le comportement, faire patienter, faire douter, faire agir trop tôt ou trop tard. Un système n'a pas besoin d'être parfait pour fonctionner. Il a seulement besoin que suffisamment de gens se comportent de manière prévisible. Et c'est pour ça que ce moment précis est si révélateur. Parce que lorsque trop d'acteurs cessent d'agir comme prévu, le système ne s'effondre pas immédiatement. Il s'adapte, il resserre, il filtre, il introduit des frictions qui n'existaient pas avant. Pas pour punir, mais pour reprendre le contrôle du rythme. Voici l'insight inconfortable. Plus un système parle de stabilité, plus il devient sensible au comportement qui la menace. Et dans un marché où le physique commence à dominer le papier, la simple préférence pour la certitude devient un acte perturbateur. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question d'incitation. Et quand tu comprends ça, tu arrêtes de réagir aux gros titres. Tu commences à observer les trajectoires. À partir de maintenant, le futur proche ne se joue plus sur une seule issue. 2 trajectoires sont possibles et aucune n'est confortable. La première, c'est celle que beaucoup espèrent encore. Une détente apparente. Un marché qui se calme juste assez pour convaincre que tout cela n'était qu'un excès, une fausse alerte. Le prix respire. Les discours se font plus rassurants. Et ceux qui hésitaient se disent qu'ils ont bien fait d'attendre. Mais dans ce scénario, quelque chose continue de se produire en arrière-plan. La demande physique ne disparaît pas. Elle devient simplement moins visible, plus silencieuse, plus concentrée. La seconde trajectoire est plus brutale. Elle commence souvent de la même manière. Une tentative supplémentaire de faire pression sur le prix, un choc rapide, une montée soudaine de la peur. Et cette fois, la réaction ne suit plus le script habituel. Le métal disponible est absorbé trop vite. Les écarts se creusent. Les délais s'allongent. Et soudain, le marché réalise que la prochaine jambe ne sera pas négociée dans le confort, mais dans l'urgence. Aucune de ces 2 voies ne garantit un timing parfait. Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'inertie disparaît. Les décisions deviennent plus coûteuses à retarder. Et dans ce genre de phase, le mouvement décisif se forme souvent avant que la majorité comprenne ce qui est en train de se passer, pas après. C'est pour ça que l'incertitude actuelle n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de transition. Le marché n'a pas encore choisi comment il va résoudre cette tension, mais il a clairement montré qu'il ne peut plus l'ignorer. Et quand un système commence à hésiter publiquement, c'est généralement que quelque chose de plus grand est déjà en train de se mettre en place. La question n'est donc pas de prédire exactement ce qui va se passer la semaine prochaine. La vraie question est de savoir si tu reconnaîtras le moment où l'attente cesse d'être neutre et commence à devenir un choix en soi. Parce que ce moment-là approche. Et il arrive toujours plus vite que prévu. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici peut se résumer en une seule idée. Ce marché ne parle pas de prix, il parle de confiance. Confiance dans les promesses, confiance dans la disponibilité, confiance dans le fait que demain ressemblera à hier. Et chaque signal que nous avons observé suggère que cette confiance est en train d'être testée, pas frontalement, mais par petites fissures successives. Si l'argent est réellement en train d'être libéré, ce ne sera pas une célébration. Ce sera une épreuve psychologique, une succession de moments conçus pour te faire douter
hésiter, abandonner juste avant que la trajectoire ne devienne évidente. C'est toujours comme ça que les marchés enseignent leurs leçons les plus chères. La plupart des gens ne perdront pas parce qu'ils avaient tort. Ils perdront parce qu'ils seront épuisés par le bruit, parce qu'ils auront laissé d'autres penser à leur place, parce qu'ils auront confondu intensité et information. Garde une chose en tête. Les mouvements qui comptent vraiment ne demandent jamais ton approbation. Ils se construisent pendant que l'attention est ailleurs. Et quand ils deviennent impossibles à ignorer, l'avantage a déjà changé de camp. Si tu veux continuer à décoder ce qui se joue sous la surface, au-delà des titres et des émotions, reste ici. Abonne-toi. Pas pour des promesses faciles, mais pour comprendre ce que la plupart découvrent trop tard. Parce que cette histoire ne s'arrête pas là. Elle ne fait que commencer.